supérieur. Nous allons aujourd'hui parler de l'avant-bras et de la main. Alors, le cadre osseux de l'avant-bras est constitué de deux os que sont le radius et l'ulna. Le radius étant l'os latéral de l'avant-bras et l'ulna étant l'os médial de l'avant-bras. Ces deux os s'articulent avec l'humérus au niveau de l'articulation du coude et l'articulation du coude qui permet notamment des mouvements de flexion de l'avant-bras sur le bras. On l'avait vu, et ce mouvement de flexion de l'avant-bras sur le bras se fait dans un axe fonctionnel, 1 degré de liberté, compte tenu des surfaces articulaires en forme de poulie entre la trochlée humérale et l'incisure humérale de l'ulna. Les deux os de l'avant-bras vont par ailleurs être articulés l'un avec l'autre au niveau des articulations radio-ulnaires. Et ces articulations radio-ulnaires, une articulation radio-ulnaire proximale et une articulation radio-ulnaire distale, vont permettre un mouvement très spécifique à l'avant-bras, qui est le mouvement de prosupination, c'est-à-dire la pronation et la supination qui, à partir de la position coude fléchi et coude au corps, permettra de porter la main vers la paume de la main, vers le haut ou vers le bas. La supination supérieure portant la paume de la main vers le haut et la pronation portant la paume de la main vers le bas. Ce mouvement de prosupination est permis par le fonctionnement synchrone, conjoint, des deux articulations radio-ulnaires proximale et radio-ulnaire distale. Et pour comprendre comment fonctionne ce mouvement, nous allons rappeler la morphologie des deux pièces osseuses en présence et leur mode d'articulation. Le radius, tout d'abord, oui. Levez le tableau. Le radius, tout d'abord, est un os long, os qui va constituer le cadre osseux latéral de l'avant-bras. C'est un os, il faut que je baisse un peu le tableau quand même, parce que sinon, c'est pas assez grand. Non, comme ça va? Sinon, il faut vous reculer un petit peu. Hein. Au pire, si vraiment vous avez du mal à voir au premier rang. Donc, le radius est un os long qui, comme tous les os longs, va présenter deux épiphyses et une diaphyse. L'épiphyse proximale est la tête radiale qui se présente sous la forme d'une section de cylindre recouverte par du cartilage hyalin. Ce cylindre, qui est un peu plus haut médialement que latéralement, présente au niveau de sa face supérieure, de la section supérieure, si vous voulez, une partie qui est un peu incurvée, formant la fovea radiale, qui répond au capitulum huméral. Ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Latéralement, la circonférence articulaire du radius, donc la partie latérale de la tête radiale, s'inscrit dans un cylindre plein, tronqué, globalement convexe, et ce cylindre plein va, avec à sa partie supérieure, se placer en continuité de la fovea au niveau d'une zone qui est légèrement aplatie et qui va répondre à la zone intercapitulo-trochléaire ou zone conoïde de l'humérus. Sous la tête radiale se place une partie rétrécie qui est le col du radius. Col du radius qui va surplomber un segment de la diaphyse radiale qui va présenter une courbure qui va apparaître concave latéralement. Cette courbure
est ce que l'on appelle la courbure supinatrice du radius. Courbure supinatrice. Cette courbure supinatrice va être marquée médialement par un relief osseux que l'on appelle la tubérosité radiale, ou tubérosité du radius, sur laquelle se termine, sur laquelle s'insère le muscle biceps brachial. En dessous de la tubérosité radiale, et donc en dessous de la courbure supinatrice du radius, la diaphyse du radius va présenter une courbure inversement conformée, courbure qui va cette fois-ci apparaître convexe latéralement, formant la courbure pronatrice du radius. Cette courbure pronatrice, et donc qui représente les 3/4 inférieurs de la diaphyse du radius, nous amène vers le bas, au niveau de l'épiphyse distale du radius, qui s'élargit et qui va médialement présenter une zone qui va s'articuler avec la tête de l'ulna. C'est ici l'incisure ulnaire du radius. La surface articulaire se porte médialement. Et vers le bas, la surface articulaire carpienne du radius, qui est légèrement orientée vers le bas et vers l'avant, va répondre aux os du carpe que l'on va décrire dans un instant. Latéralement, l'épiphyse distale du radius se développe, formant le processus styloïde du radius, Et ce processus styloïde, vous pouvez le palper au bord latéral du poignet, juste au-dessus de la base du pouce. La pronation et la supination seraient totalement impossibles si le radius n'avait pas ces courbures, si c'était un os totalement droit, ce qui d'ailleurs n'est pas implicite avec le nom de cet os, radius, puisque ce nom dérive de la notion du rayon d'une roue, en fait. Et ça, bon, c'est une anecdote, on va dire, sémantique, mais voilà. Donc le radius, os latéral. En dedans du radius, en considérant bien sûr un sujet en position anatomique de référence, c'est-à-dire debout, bras le long du corps et paumes des mains tournées vers l'avant, en dedans du radius va se placer l'os médial de l'avant-bras qui est l'ulna. L'ulna va s'articuler en haut avec le radius par l'intermédiaire d'une incisure qui est inversement conformée par rapport à l'incisure ulnaire, par rapport à la tête du radius, c'est l'incisure radiale de l'ulna. Cette incisure radiale de l'ulna se place, on l'avait vu la dernière fois, dans la continuité de l'incisure trochléaire de l'ulna, qui est étendue entre le processus coronoïde en avant, formant un bec osseux à la partie antérieure de l'épiphyse proximale de l'ulna, et en arrière, l'olécrane que vous palpez à la face postérieure du coude, dont le sommet dépasse un peu ici le plan du tableau. Et cette incisure, je vous le rappelle, est constituée de deux versants recouverts par du cartilage hyalin et séparés par une crête sagittale, cette crête répondant à la gorge inversement conformée que forme la trochlée de l'humérus.
En dessous de l'épiphyse proximale de l'ulna, le corps de l'ulna ou diaphyse de l'ulna, va présenter des courbures moins marquées que celles du radius, mais là aussi, cet os n'est pas strictement rectiligne. Et c'est important, quand vous apprenez, pour comprendre les mouvements, de bien noter la morphologie et les courbures du squelette qui sont adaptées à la fonction. Et vous allez comprendre dans un instant, quand on va parler de la pronation et de la supination, quand on va parler des mouvements, vous allez comprendre l'intérêt de ces courbures. La diaphyse ulnaire nous amène vers le bas à l'épiphyse distale de l'ulna qui forme la tête ulnaire. Cette tête de l'ulna s'inscrit dans une portion de cylindre plein, cette fois-ci, portion de cylindre plein, recouvert par du cartilage hyalin et qui vient se placer dans l'incisure ulnaire du radius. En arrière de la tête de l'ulna est donc distale, alors que la tête radiale est proximale. En arrière de la tête de l'ulna présente un processus styloïde qui est moins marqué que le processus styloïde du radius et qui descend donc moins bas. Les deux os de l'avant-bras sont donc réunis par deux articulations, les articulations radio-ulnaires proximale en haut, qui fait in fine partie de l'articulation du coude, et l'articulation radio-ulnaire distale en bas, entre l'épiphyse distale du radius et la tête de l'ulna. Les moyens d'union significatifs de ces deux articulations. Pour l'articulation radio-ulnaire distale, qui est une articulation synoviale incluse au complexe articulaire du coude, eh bien ces moyens d'union sont représentés par le ligament annulaire du radius, ligament annulaire qui va, comme on l'avait décrit la dernière fois, enchâsser la tête radiale dans l'incisure radiale. Le ligament annulaire du radius, à sa face profonde, est encrouté de cartilage hyalin permettant à la tête du radius de réaliser des mouvements de rotation dans l'incisure radiale de l'ulna selon un axe globalement vertical. La cohésion de la tête radiale dans l'incisure radiale de l'ulna va par ailleurs être assurée par le ligament carré reliant le col du radius à la partie inférieure de l'incisure radiale de l'ulna. Mais ces deux structures particulières, ligament annulaire et ligament carré, sont également des moyens de stabilité de l'articulation du coude. Ok ? Bien. Vers le bas. L'articulation radio-ulnaire distale est une articulation synoviale qui est distincte de l'articulation du poignet qui est en dessous et qu'on va aborder dans un instant. C'est une articulation synoviale donc, qui réunit deux surfaces articulaires qui s'inscrivent dans des segments de cylindre. Cylindre creux qui est formé par l'incisure ulnaire du radius et cylindre plein qui est constitué par la tête ulnaire.
Cette articulation va être maintenue par une capsule articulaire qui se confond en fait avec la capsule articulaire du poignet et va également être maintenue par des ligaments qui seront un ligament radio-ulnaire inférieur antérieur, postérieur en arrière, et le ligament articulaire, disque articulaire radio-ulnaire, qu'on va revoir dans l'articulation du poignet et qui est tendu entre l'incisure ulnaire du radius et le processus styloïde de l'ulna. Enfin, et j'ai presque envie de dire surtout, les deux os de l'avant-bras sont réunis par une grande structure fibreuse qui est tendue entre les bords interosseux du radius et de l'ulna. C'est le ligament interosseux de l'avant-bras, ou membrane interosseuse. Mais le terme consacré par la nomenclature anatomique internationale, maintenant c'est mon attachement à la nomenclature anatomique et légendaire, donc, mais c'est important d'apprendre à parler convenablement. Le ligament interosseux, j'ai beaucoup de compassion pour vous parce que 4 heures d'anatomie dans le même après-midi, c'est compliqué quand même. C'est pour ça que j'essaye d'être cool et d'aller à l'essentiel. Après, cela dit, comme on n'est pas en très très grand comité, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors le ligament interosseux, il est très important, il constitue ce qu'on appelle une syndesmose. Une syndesmose, c'est une articulation, c'est un lien fibreux entre deux pièces osseuses. On en a par exemple aussi au niveau de la cheville, au niveau de l'articulation tibio-fibulaire distale. Ce ligament interosseux ou membrane interosseuse va constituer un ligament épais tendu entre le bord interosseux donc, du radius et de l'ulna. Il est constitué de fibres qui ont une orientation oblique vers le bas et vers le dehors pour un plan antérieur et perpendiculaire en arrière, bon, ça peu importe. Hein. En tout cas, il est constitué, retenez, de fibres qui sont perpendiculaires, qui se croisent, et dont certaines vont se tendre en pronation, et les autres se tendent en supination. Et donc cette membrane interosseuse, ou ligament interosseux, qui est donc tendu entre les deux bords interosseux du radius et de l'ulna, va être un élément important dans la limitation des mouvements de pronation et de supination, mais également va permettre d'assurer de façon importante la cohésion du radius et de l'ulna lors des mouvements de pronation et de supination. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est un petit point de clinique, en traumatologie, quand on a des fractures, il faut obtenir globalement un bon alignement des pièces osseuses, mais on peut, en dehors des zones articulaires, je ne parle pas de l'avant-bras justement, mais de façon générale, on peut tolérer, en dehors des surfaces articulaires, un petit décalage au niveau des diaphyses, partout sauf au niveau de l'avant-bras. Au niveau de l'avant-bras, il faut un alignement. En cas de fracture, il faut réduire une fracture, c'est réaligner. Hein. Il faut aligner de façon parfaite, car une angulation provoquera des difficultés, des troubles dans la réalisation de ces mouvements de pronation et de supination. Donc, pour résumer, deux articulations radio-ulnaires qui sont deux articulations synoviales de type trochoïde, c'est-à-dire une articulation trochoïde est une articulation synoviale qui met en place des surfaces articulaires qui s'inscrivent dans des segments de cylindre, hein, et donc des segments de cylindre plein, cylindre creux. Lors des mouvements de rotation, vous n'avez qu'un seul degré de liberté, hein, par définition.
Et les moyens d'union sont, pour l'articulation radio-ulnaire proximale, communs à ceux de l'articulation du coude, et en particulier le ligament annulaire et le ligament carré. En bas, eh bien, ce sont des ligaments radio-ulnaires distaux et le disque articulaire radio-ulnaire, et la membrane, enfin, le ligament interosseux ou membrane interosseuse qui réunit les diaphyses des deux os de l'avant-bras. Comment fonctionne le mouvement de pronation et de supination? Eh bien, les mouvements de pronation et de supination démarrent, si on décompose le mouvement, par une rotation de la tête radiale dans le ligament annulaire et dans l'incisure radiale de l'ulna. Donc la tête radiale va tourner selon un axe fonctionnel qui est vertical. Dans la mesure où le radius n'est pas tout droit. Si le radius était tout droit, si c'était un bâton, la rotation de la tête radiale provoquerait juste une rotation de l'extrémité distale du radius. Et il ne se passerait rien, en fait. Comme le radius a des courbures, une rotation de la tête radiale selon son grand axe va porter l'épiphyse distale du radius, d'abord en avant du plan du tableau, puis médialement par rapport à la tête de l'ulna qui, elle, reste globalement dans son axe. En fait, en vrai, elle se décale un peu vers l'arrière, elle bascule un peu en arrière, mais ça, c'est du détail. Donc, si on prend les deux os de l'avant-bras, radius, ulna, en position anatomique, c'est-à-dire en position de supination maximale, voici le radius, avec son processus styloïde, et voici l'ulna, avec son processus coronoïde en avant, sa diaphyse légèrement courbe et sa tête distale, de forme cylindrique. Vers le haut, l'olécrâne, qui se place en arrière et qui délimite l'incisure trochléaire. Lorsque vous allez, donc là, vous êtes en position anatomique, donc en fait en supination maximale. Si la tête radiale présente, je vais y arriver, un mouvement de rotation, compte tenu des courbures, eh bien, le radius va se mettre en position de pronation maximale, et donc il va se trouver dans la situation où je le dessine maintenant en jaune. Et donc apparaîtra bien, le radius, mais cette fois-ci en vue postérieure, avec ici son tubercule postérieur, le tubercule postérieur du radius. Et donc, vous voyez, le mouvement de pronation aura porté l'épiphyse distale du radius en avant, puis médialement. Et c'est exactement ce que vous observez si je vous fais une pronation. D'accord? Alors, l'amplitude complète dans le passage de la pronation, de la supination complète, position anatomique de référence, à la pronation complète, est à peu près de l'ordre de 160 degrés. En réalité, en clinique, ces mouvements de pronation s'observent, en fait, poussent vers le haut. Je vais en anatomie, je suis content. La supination va porter la paume de la main vers le dehors, et en fait, l'amplitude totale, si vous ne trichez pas, elle est de l'ordre de 80 degrés. Donc, à partir du pouce vers le haut, vous faites 80 degrés de supination et 80 degrés de pronation, et il ne faut pas avoir fait maths sup, enfin CPGE, pour calculer que 80 plus 80 font 160. 8 et 8, 16. 160 degrés. OK? Alors ensuite, donc ça c'est... Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, le masque, c'est sur le nez. Voilà, super. Je sais que c'est embêtant, mais imaginez quand on parle, c'est ma troisième heure de cours aujourd'hui, avec le masque, c'est horrible. Hein. Donc, si je suis un tout bleu, j'espère que vous me réanimerez. Voilà, donc après, évidemment, on verra, donc quand on abordera les muscles de l'avant-bras, on retrouvera ces notions de pronation et de supination avec les muscles qui permettent ces types de mouvements. OK? Voilà, donc ça c'était pour
l'articulation des deux os de l'avant-bras, et nous allons terminer ce cours d'ostéoarthrologie du membre supérieur en mettant en place l'ostéologie de la main, et on détaillera l'articulation du poignet, l'articulation radiocarpienne. On dira éventuellement un mot sur le mouvement spécifique des primates concernant la main, c'est le mouvement d'opposition du pouce. Donc la main constitue le segment distal du membre supérieur, et elle est, sur le plan osseux, constituée de trois massifs osseux qui vont constituer le carpe, le métacarpe et les phalanges qui constituent l'armature osseuse des doigts. Nous allons représenter une vue antérieure de la main droite de face et décrire, mettre en place et situer les différents reliefs osseux qui constituent le squelette de la main. Alors tout d'abord, le carpe. Le carpe est un massif osseux que vous allez retrouver se projetant exactement au niveau de la partie haute du squelette de la main, juste en dessous du poignet. Donc en gros, le carpe, c'est là. Le carpe est constitué de deux rangées d'os courts qui vont donc constituer les os du carpe, dont certains peuvent être l'objet de pathologies, en particulier de fractures. La rangée proximale du carpe va être formée de dehors en dedans, par d'abord l'os scaphoïde. L'os scaphoïde est un os court qui est situé en regard du processus styloïde du radius et qui constitue l'os le plus latéral de la rangée proximale du carpe. En dedans du scaphoïde va se placer l'os lunatum, qui tient son nom car sur une radiographie de profil de la main, cet os présente une forme en croissant de lune, dont en fait la concavité inférieure vient se placer sur la tête du capitatum situé juste en dessous. En dedans du lunatum, le troisième os de la rangée proximale du carpe est l'os trichétrum, en avant duquel se place un petit os arrondi, l'os pisiforme, et cet os, vous le palpez à la face antérieure du poignet, au niveau du bord médial. Cet os voit se terminer sur lui un tendon épais qui se tend lorsque vous faites une flexion et une inclinaison ulnaire du coude, du poignet. On y reviendra dans le cours de myologie de l'avant-bras. Scaphoïde, lunatum, trichétrum, pisiforme. Le pisiforme est en fait en avant de la première rangée du carpe, vont constituer la rangée proximale. La rangée distale du carpe va être constituée de 4 pièces osseuses qui sont de dehors en dedans le trapèze, os trapèze, qui, sur une vue antérieure du poignet, présente une forme pentagonale. Ça, c'est intéressant
parce que ce sont des notions que vous allez retrouver ensuite en imagerie, en radiologie du poignet. Et ces mots que je vais vous dire, le trapèze, l'écusson, le bouchon de champagne, etc., on les doit à Destau, qui a été le premier radiologue lyonnais à la fin du XIXe siècle et qui est le premier à avoir étudié la morphologie du carpe en radiologie. Petite note historique qui ne fait pas de mal. En dedans du trapèze, l'os trapézoïde présente un aspect un peu pointu, décrit comme un écusson par Destau. Ensuite, le troisième os de la rangée distale du carpe est l'os qui est le plus important, le plus volumineux de ce massif carpien. Il s'agit de l'os capitatum, comme la capitale, la ville la plus importante, c'est l'os le plus important, le capitatum, décrit par Destau en bouchon de champagne, avec une tête qui se place au centre du massif carpien, un col et une base, et c'est la tête du capitatum sur laquelle repose le lunatum situé juste au-dessus et qui va présenter cette forme en croissant de lune sur une radiographie de profil. Enfin, l'os le plus médial de la rangée distale du carpe est l'os amatum, qui va présenter un relief qui est qu'on appelle l'amulus ou crochet de l'amatum. Et cet amulus, c'est pareil, il est palpable à la face antérieure du poignet, juste en dessous du pisiforme. Scaphoïde, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum. Vous répétez ça tous les soirs avant de vous endormir, à la fin vous les connaîtrez par cœur. Ainsi est représentée la rangée proximale, enfin la vue antérieure du massif carpien. Mais si on réalise une coupe transversale de ce massif, eh bien, les 8 os qui constituent le carpe ne sont pas placés dans un même plan, mais ils vont en réalité constituer une gouttière. Et cette gouttière, on peut la représenter ici, sur une vue en coupe donc, schématique, avec le capitatum qu'on va placer au centre de la coupe, le trapézoïde en écusson et le trapèze avec une petite crête antérieure médialement, latéralement, et en dedans, l'amatum qui présente cet amulus, ce crochet, qui est plus ou moins saillant et qui d'ailleurs, chez les golfeurs, peut être l'objet de fractures de fatigue qui peut donc occasionner des douleurs chroniques du poignet. L'avant est situé vers le haut ici de la coupe, la partie médiale ici. Et donc vous voyez que sur une coupe transversale qui passe comme ceci, eh bien, le massif carpien constitue une gouttière et cette gouttière va être fermée en avant par un puissant ligament qui est le rétinaculum des fléchisseurs. Rétinaculum des fléchisseurs,
tendu entre le scaphoïde et le trapèze latéralement, entre le pisiforme et l'amulus de l'amatome médialement, et le rétinaculum des fléchisseurs ferme la gouttière formée par les os du carpe, formant donc le canal carpien. Et vous avez peut-être entendu parler du syndrome du canal carpien, qui est la compression d'un nerf, le nerf médian en l'occurrence, qui passe dans le canal carpien. On reverra ça ultérieurement dans les cours sur les nerfs de l'avant-bras et de la main. Les 8 os du carpe forment donc le massif du carpe, et vers le haut, le scaphoïde, le lunatum et le trichétrum vont constituer une surface articulaire qui s'inscrit dans un segment d'ovoïde, convexe vers le haut, qui va rentrer dans le cadre de la constitution de l'articulation du poignet. Distalement, par rapport au carpe, va se placer le deuxième groupe d'os qui constitue le squelette de la main et formant le massif du métacarpe. Le métacarpe est constitué de 5 métacarpiens. Ces 5 métacarpiens, on les notera de 1 pour le métacarpien du pouce, qui est le doigt le plus latéral en position anatomique de référence, à 5 pour le métacarpien du petit doigt, le métacarpien le plus médial. Les métacarpiens sont globalement les os qui vont former l'armature de la paume de la main. D'accord ? En théorie, la hauteur du carpe représente la moitié de la longueur du massif des métacarpiens, pour vous donner un ordre un peu de grandeur, de proportion du squelette de la main. On va, pour construire le massif du métacarpe, placer en premier le troisième métacarpien, le métacarpien du troisième doigt, qui va également représenter l'axe fonctionnel de la main, à partir duquel se définissent les mouvements des doigts. Troisième métacarpien répond à l'os capitatum. Le deuxième métacarpien, qui se place plus latéralement, se caractérise par sa base fourchue qui répond à l'écusson trapézoïdien, et les métacarpiens 4 et 5, plus médiaux, sont également plus courts et présentent des bases plus globuleuses, plus massives, si vous voulez. Les métacarpiens sont des os longs, c'est-à-dire qu'ils présentent une base, épiphyse proximale, qui s'articule avec la rangée distale du carpe, puis ils présentent une diaphyse qui, pour les 4 métacarpiens des doigts longs, s'inscrit dans une forme triangulaire à la coupe, avec une crête ventrale, une crête palmaire, et distalement, la tête du métacarpien s'articulera avec les phalanges. Le pouce, qui représente le doigt le plus latéral, présente un métacarpien plus court et plus épais que les métacarpiens des doigts longs. Et surtout, si vous prenez une main en vue antérieure, si vous regardez votre main, eh bien, si vous considérez la main en position anatomique, vous verrez les 4 doigts longs en vue antérieure. Par contre, votre pouce, vous le verrez en vue de profil. C'est lié à la morphologie et à la disposition des os du carpe, et ça prépare au mouvement d'opposition du pouce, qui est le mouvement qui permet de mettre la pulpe du pouce en regard de la pulpe des doigts longs, et ce mouvement d'opposition du pouce est le mouvement qui définit au sein des mammifères le groupe des primates.
Si les métacarpiens des doigts longs ont une section triangulaire, le premier métacarpien, le métacarpien du pouce, lui, a une tranche de section qui est ovoïde, un peu comme ça. Les doigts, enfin, sont constitués, sont armés par les phalanges. Concernant les doigts longs, eh bien, les doigts longs présentent 3 phalanges. Une phalange proximale, on parle en chirurgie orthopédique de la main de P1, une phalange intermédiaire qui est dénommée P2 et une phalange distale ou P3. Les phalanges sont des os longs, présentant par conséquent une base proximale, une diaphyse moyenne, un corps, et une extrémité distale qui va s'articuler, le cas échéant, avec la phalange suivante. Le pouce, lui, ne présente que 2 phalanges, une phalange proximale, P1, et une phalange distale, P2. Qu'il s'agisse du pouce ou des doigts longs, l'extrémité distale de la dernière phalange, donc P3 des doigts longs ou P2 du pouce, présente une extrémité globuleuse, c'est la houppe phalangienne, sur laquelle va reposer l'ongle. Si vous regardez sur vos mains, vous verrez que, et ça tombe à peu près sur le schéma, l'articulation entre le métacarpien du pouce et la première phalange du pouce correspond à peu près à la moitié de la hauteur du deuxième métacarpien. Au niveau de la tête du premier métacarpien, existent 2 petits os, on appelle ça les os sésamoïdes. Il existe un sésamoïde latéral et un sésamoïde médial. Ces os sésamoïdes étant des zones d'insertion musculaire. Alors, comment est-ce que tout ce système s'articule? Nous allons décrire plus précisément, passer un tout petit peu plus de temps sur l'articulation du poignet, qui est celle qui a la mobilité la plus importante. On dira un mot très rapide sur les autres articulations de la main. L'articulation du poignet, ou articulation radiocarpienne, est une articulation synoviale de type ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elle va mettre en rapport des surfaces articulaires recouvertes de cartilage hyalin et qui s'inscrivent dans des segments d'ovoïdes, un ovoïde plein et un ovoïde creux. La surface articulaire proximale du poignet est portée par l'épiphyse distale du radius et le ligament, le disque articulaire
radio-ulnaire. Vu par en dessous, l'extrémité distale du radius, vous avez ici l'incisure ulnaire, ici le processus styloïde. L'extrémité distale du radius présente une surface articulaire triangulaire, recouverte par du cartilage hyalin. C'est une surface articulaire qui apparaît creuse, qui est donc concave, et qui est marquée par une crête antéro-postérieure, délimitant à la face inférieure du radius deux zones articulaires, une zone externe, une zone latérale, qui va correspondre à ce qu'on appelle la fossette scaphoïdienne du radius, puisqu'elle va répondre au scaphoïde. Et en dedans, la zone qui apparaît plus quadrangulaire correspond à la facette lunarienne du radius, puisqu'elle répond à l'os lunatum. Latéralement, médialement, c'est bon, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Médialement, eh bien, cette zone articulaire convexe et portée par la face inférieure du radius se prolonge par le disque articulaire radio-ulnaire, celui qu'on avait déjà représenté tout à l'heure, et qui apparaît tendu entre le processus styloïde de l'ulna et l'incisure ulnaire du radius. Et ainsi apparaîtra un petit peu en profondeur de cette vue la tête ulnaire qui va pouvoir avoir autour de laquelle le radius va pouvoir se déplacer dans les mouvements de pronation et de supination, mais la tête de l'ulna ne fait pas partie de l'articulation du poignet. En réalité, le disque articulaire radio-ulnaire, normalement, cloisonne l'articulation radio-ulnaire distale de l'articulation du poignet, même si parfois, à l'état physiologique, il peut exister des communications entre ces cavités articulaires. La surface articulaire proximale du poignet, donc constituée par les surfaces scaphoïdiennes et lunariennes du radius et le disque articulaire radio-ulnaire, répond à la face supérieure de la rangée proximale du carpe, constituée donc par le scaphoïde latéralement, le lunatum en dedans, puis le trichétrum, en avant duquel se place l'os pisiforme. Ces trois os sont recouverts sur la plupart de leur surface par du cartilage hyalin, sont réunis entre eux par des ligaments interosseux qui les maintiennent en place et à eux trois vont constituer une surface articulaire ovoïde convexe qui répond à la concavité de l'ovoïde formée par le radius et le ligament articulaire radio-ulnaire. Les moyens d'union de l'articulation du poignet sont constitués par la capsule articulaire qui va être renforcée par des ligaments que l'on va trouver à la face antérieure et à la face postérieure de l'articulation du poignet. En avant, sur une vue antérieure ici de l'articulation du poignet, vous reconnaissez le radius, l'extrémité inférieure de l'ulna avec son processus styloïde, puis on va placer la rangée proximale du carpe qu'on va articuler sur le capitatum. Voici le scaphoïde, voici l'os lunatum et voici le trichétrum avec le pisiforme en avant. Les ligaments qui, en vue antérieure, orientés donc crânialement et
médialement, les ligaments qui renforcent la capsule articulaire du poignet vont tout d'abord être deux ligaments tendus du radius et de l'ulna vers le carpe, formant les ligaments radiocarpien palmaire et ulnocarpien palmaire. Le ligament radiocarpien palmaire, je ne vais représenter sur ce schéma que les ligaments, de façon à simplifier l'apprentissage. Le ligament radiocarpien palmaire est tendu entre le bord antérieur du radius et le lunatum et le capitatum. Le ligament ulnocarpien palmaire apparaît tendu entre le processus styloïde de l'ulna et le lunatum, le capitatum et l'amatum. Pris dans leur ensemble, ces deux ligaments constituent un V ouvert vers le haut. Plus latéralement, la capsule articulaire du poignet va être renforcée par deux ligaments collatéraux. Ligament collatéral latéral, tendu entre le processus styloïde du radius et le scaphoïde. Et en dedans, le ligament collatéral médial du poignet, tendu entre le processus styloïde de l'ulna et le trichétrum et le pisiforme. Donc, bord médial de la rangée proximale du carpe. En arrière, existe un système de renforcement postérieur de la capsule articulaire du poignet que l'on va pouvoir montrer sur une vue postérieure orientée crânialement et latéralement, mettant en place le radius, dont la face postérieure apparaît marquée par le tubercule dorsal du radius, l'extrémité distale de l'ulna avec le processus styloïde qui est marqué en arrière de la tête de l'ulna, et le massif carpien avec le capitatum, l'os scaphoïde répondant aux os trapèze et trapézoïde, le trapézoïde étant plus visible sur une vue postérieure du carpe que sur une vue antérieure. Le lunatum se place médialement, puis nous aurons les os amatum et trichétrum qui compléteront le massif carpien en arrière. Le pisiforme est un os qui n'est qu'antérieur, on ne peut pas le voir sur une vue postérieure du poignet. L'articulation du poignet, je pense qu'on va pouvoir baisser un petit peu pour plus de compréhension. J'ai placé la tête de l'ulna plus où elle doit être, parce qu'elle n'est pas aussi haute normalement. Voici la tête de l'ulna. La face postérieure de la capsule articulaire du poignet va apparaître renforcée par un ligament radiocarpien dorsal. Ligament radiocarpien dorsal qui est tendu entre le bord postérieur de l'épiphyse distale du radius et les os lunatum, trichétrum et capitatum. Il a donc une orientation vers le bas et vers le dedans. Ligament radiocarpien dorsal.
Les moyens de glissement de cette articulation sont représentés, comme toujours dans les articulations synoviales, par la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule et qui permet à la fois la lubrification de l'articulation et la nutrition du cartilage. Et d'un point de vue mouvement, eh bien, l'articulation radiocarpienne, l'articulation du poignet, articulation de type ellipsoïde, fonctionne selon 2 degrés de liberté. Les 2 degrés de liberté autorisés par l'articulation du poignet étant dans le plan antéro-postérieur la flexion et l'extension. Flexion du poignet étant le mouvement qui porte la main en avant du plan frontal, l'extension du poignet étant le mouvement qui porte la main en arrière du plan frontal. L'amplitude moyenne est de l'ordre de 80 degrés. Dans le plan frontal, le 2e degré de liberté forme les mouvements d'inclinaison, inclinaison radiale et inclinaison ulnaire. L'inclinaison radiale porte la main en dehors de l'axe du corps, c'est donc une abduction de la main. L'inclinaison ulnaire porte la main vers l'axe du corps, c'est donc une adduction de la main. Si on combine un mouvement de flexion, d'inclinaison radiale, d'extension et d'inclinaison ulnaire, on va faire décrire à la main un mouvement de cône dont la base est formée par l'extrémité des doigts et dont le sommet est représenté par le carpe. C'est un mouvement combiné de circumduction. De manière très schématique maintenant et très rapide, simplement pour les citer, toutes les articulations qui ont été mises en place sur cette vue antérieure du squelette de la main, toutes les articulations sont des articulations de type synovial, c'est-à-dire que l'on va trouver des cavités articulaires entre ces pièces osseuses et on va pouvoir donc décrire, citer les articulations étage par étage. Les os de la rangée proximale du carpe sont réunis entre eux par des petites articulations planes, scapho-lunaires, luno-triquétrales, qui sont réunis par des ligaments interosseux et qui ne permettent aucun mouvement, quasiment aucun mouvement, sauf des très petits mouvements de glissement des os l'un par rapport à l'autre. À noter que l'articulation entre le triquétrum et le pisiforme s'inscrit dans une articulation ellipsoïde, mais le triquétrum, compte tenu des rapports ligamentaires et tendineux autour de lui, et qui seront précisés dans les cours suivants, n'a aucune mobilité par rapport au triquétrum. De la même manière, les os de la rangée distale du carpe, trapèze, trapézoïde, capitatum et amatum, sont réunis entre eux par des petites articulations planes qui n'ont que très peu de mobilité les uns par rapport aux autres. Il existe en revanche une articulation qui a un peu plus de mobilité, c'est l'articulation médiocarpienne, que je vais matérialiser par ce trait jaune, l'articulation médiocarpienne qui va constituer l'articulation de la rangée proximale du carpe, avec donc les os dans leur ensemble, avec les os de la rangée distale. Cette articulation médiocarpienne est une articulation qui a un peu plus de mobilité et qui permet un mouvement de torsion de la rangée proximale du carpe par rapport à la rangée distale du carpe. Tout se passe comme si la rangée proximale avait un mouvement de rotation par rapport à la surface convexe que forme la tête du capitatum. Ce mouvement est particulièrement intéressant car il donne de la souplesse au carpe qui accompagne les mouvements du poignet.
il existe des systèmes ligamentaires sur lesquels que je ne vais pas détailler, systèmes ligamentaires antérieurs et postérieurs, qui sont adaptés à cette mobilité de la rangée proximale du carpe par rapport à la rangée distale. Le massif carpien s'articule ensuite avec le massif métacarpien, par des articulations carpo-métacarpiennes. Il faut distinguer, dans les articulations carpo-métacarpiennes, celle du pouce, qui est très mobile, c'est l'articulation trapézo-métacarpienne, qui est une articulation sellaire, comme le cavalier sur sa selle. Et cette articulation trapézo-métacarpienne, sans la détailler, est l'articulation qui permet la mobilité de toute la colonne du pouce par rapport au carpe. Et c'est donc cette articulation qui, à partir de la position anatomique de référence, va permettre d'amener le pouce, la pulpe du pouce, en regard de la pulpe des doigts longs, dans le cadre de la pince pouce-index, dont l'existence est bien pratique dans le cadre de la préhension des objets. Ce mouvement, c'est donc l'opposition du pouce, on l'avait déjà cité, qui est le propre chez les mammifères, qui permet de distinguer les primates qui ont donc, entre autres caractéristiques, ce pouce opposable. Du reste, les autres articulations carpo-métacarpiennes constituent un bloc articulaire commun, complexe, puisque vous voyez que chaque métacarpien a sa forme particulière, et c'est cette articulation carpo-métacarpienne concernant les doigts longs est en continuité avec les articulations intermétacarpiennes qui vont réunir entre elles les bases des métacarpiens des doigts longs. Ce bloc carpo-métacarpien des doigts longs a globalement peu de mobilité. En réalité, les doigts 2 et 3, donc l'index et le majeur, le bloc deuxième, troisième métacarpien n'a aucune mobilité du tout. Au niveau du quatrième et du cinquième métacarpien, il existe une toute petite mobilité en flexion-extension du métacarpien par rapport au carpe, et ça, vous pouvez l'observer lorsque vous serrez le poing. Vous voyez que les têtes des métacarpiens se fléchissent, et cette capacité de flexion du quatrième et du cinquième métacarpien lors du poing serré améliore la position de la main lors des phénomènes de préhension. Les articulations suivantes sont les articulations métacarpo-phalangiennes qui portent le numéro de la phalange. J'en ai pour 3 minutes encore, donc si vous voulez, à moins que vous ayez un train à prendre, dans ce cas-là, vous pouvez évidemment partir, sinon la moindre des choses est d'essayer d'écouter jusqu'à la fin. Les articulations métacarpo-phalangiennes sont des articulations de type ellipsoïde, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des segments d'ovoïdes, et ces articulations, globalement, présentent 2 degrés de liberté, celui qui permet de fléchir les doigts et de les étendre, et celui qui permet de les écarter, de les rapprocher. Flexion-extension, abduction-adduction. Une particularité au niveau du pouce est que les sésamoïdes verrouillent l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, et c'est pour ça que si vous bloquez le premier métacarpien, vous ne pouvez pas faire de mouvements latéraux, mais uniquement des mouvements de flexion-extension. Les mouvements latéraux, pour le pouce, se font au niveau de la trapézo-métacarpienne. Pour terminer, les articulations interphalangiennes, celles du pouce, et puis les interphalangiennes proximales et distales des doigts longs, sont des articulations de type gynglime, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des segments de poulies pleines et poulies creuses, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des versants séparés soit par des crêtes, soit par des gorges, recouverts de cartilage hyalin. Les articulations interphalangiennes des doigts
ne fonctionne qu'avec un seul degré de liberté, en flexion-extension, et ceci dans le cadre de la fonction de préhension.